L'histoire d'une église peut se révéler étonnante, une fois qu'on commence à fouiller dans ses archives, à étudier ses méthodes de construction ou à déchiffrer ses vieilles inscriptions. C'est précisément ce qu'a entrepris l'historien Gérard Bavet, bien connu dans la région pour ses nombreuses recherches sur l'archéologie du bâti. Incollable sur les métiers de la pierre, c'est avant tout un passionné, sans cesse sur d'autres chantiers à explorer, comme vous le confirmeraient les nombreux étudiants qui l'ont eu comme professeur ou directeur. Il co-préside depuis longtemps la commission des monuments, sites et fouilles en Hainaut. Nous lui sommes particulièrement reconnaissants d'évoquer aujourd'hui pour nous la longue existence de l'église Saint-Martin, dont les trésors vous fascineront à plus d'un titre. Les bâtiments parlent. Un monument comme celui-ci, il vous dit des choses. Et à chacun, à la limite, il dit des choses différentes. Et son principe qui est de dire, allez les enfants, regardez, ou les adultes, ou n'importe quel visiteur, regardez, qu'est-ce que ça vous dit? En se disant, quand on est historien, qu'on doit peut-être faire un peu de traduction et un peu d'introduction, en disant, oui, est-ce que vous avez vu ça? Est-ce que vous avez vu, etc. Et donc, mon expérience à moi en tant qu'historien, c'est, ce que j'adore faire, c'est de me balader dans les campagnes que je connais, dans des endroits que je connais bien, ou dans des villes que je connais, et de choisir des itinéraires différents, et donc chaque fois c'est une histoire différente. Et je me dis, ah, en 1722, ceci, qu'importe la date, ou en 1821, ou cette maison construite par un tel, le propriétaire, machin, etc. Et donc on a un environnement, ça va? Oui. On a un environnement qui vous parle, qui vous raconte des trucs, qui dit plein de choses, qui vous fait ressentir plein de choses. Et j'étais là-bas dans le fond, et j'écoutais, et je me disais, tiens, voilà, il y a le soleil qui est arrivé, je ne sais pas si vous avez vu pendant que je suis arrivé, c'est ici pour rien. Et ce soleil, il est en train, les rayons sont en train de se déplacer parce que la Terre tourne. Et donc, il y a un éclairage à cette heure-ci qui est assez fantastique dans cette église. Et vous avez de la chance, nous sommes en hiver, comme vous avez pu le constater, et en hiver, le soleil est bas. Et donc, l'éclairage dans l'intérieur de l'église est très traversant. Hein, et donc, entre les fenêtres qui sont de ce côté-là et l'impact de la lumière qui se trouve sur le mur d'en face, eh bien, il est très très haut. Aller à Saint-Vaudru un jour comme aujourd'hui, c'est fantastique parce que pour une fois, l'église est très bien éclairée, elle est souvent bien éclairée artificiellement, mais elle est éclairée tout à fait en travers et ça vaut la peine de visiter donc les églises en hiver et surtout de les regarder de là où j'étais. Moi, je me suis mis dans le fond comme un bon élève et je voyais toute l'église est en train de me dire qu'est-ce que je vais leur raconter, etc. Voilà, ça c'est ma petite introduction, mais c'est un peu aussi le fait qu'il n'y a pas que des informations à caractère dit scientifique, etc. Il y a aussi le fait que l'Église vous parle. Et une Église vous parle aussi parce qu'elle est remplie pour vous de souvenirs. Bon, pour ceux qui sont chrétiens et qui visitent les églises depuis leur baptême, je vais dire, c'est le cas de dire, si l'Église, ça parle. Il faut savoir aussi qu'à d'autres, ça ne parle pas. L'idée des confessionnals, etc., de tous les éléments qu'on trouve dans une église sont assez extraordinaires. Voilà. Alors, on va commencer les images. Si vous voulez, ce que je veux faire, c'est de vous faire passer le plus vite possible une série d'images. Je vais essayer de vous les commenter. Elles doivent chacune vous apporter une petite information sur la réalité. Bon, voilà. Et ce sont des documents que j'ai trouvés soit sur Internet, soit de photographies que j'ai faites ici. Et donc, bon, voilà, ça c'est facile, Wallon Map, le site de la région Wallonne. Vous avez des photographies aériennes, vous reconnaissez celle-là. Sur cette photographie, vous voyez bien au milieu l'église, dans un environnement qui est assez caractéristique, et c'est celui que vous avez découvert ce matin. Ceux qui ne connaissent pas l'église, vous êtes descendus par la rue de l'Air, probablement, et vous avez eu l'impression d'une église très haute et très élancée. Ça, c'est votre impression de ce matin. Ce n'est pas tout à fait insignifiant. Alors, évidemment, vous la voyez, mais comment se fait-il qu'elle soit aussi haute? Simplement parce qu'il y a une implantation dans le relief. Toute église ancienne, en général, a une implantation tout à fait particulière dans le relief. Dans nos régions, les églises ainsi sont installées au fond des vallées. Et pas parfois sur les collines, ça existe, sur des sommets, il y a des lieux de pèlerinage, etc., qui sont sur des sommets, Saint-Vaudru est bien sûr l'exemple, mais en général, les églises de village sont dans les vallées, mais pas vraiment dans le fond de la vallée, elles sont en général sur un escarpement. Lorsque vous regardez, c'est pris d'un petit peu plus loin, si vous voulez, l'église est là, autour il y a une place, ce n'est pas une place initialement, vous le verrez sur les photographies suivantes, c'est le cimetière, donc nous sommes
dans un lieu de sépulture. Vous avez vu des pierres tombales un peu partout, et nous sommes environnés par un lieu de sépulture, puisque la place, c'était le cimetière. Et autour de la place, là où il y a des maisons, c'est parce qu'il y a un chemin qui passait. Bon, si vous avez vu l'église ce matin si bien, c'est parce qu'elle se trouve au bout d'un éperon. Donc l'éperon, il vient de Soigny, comme ça, et il se termine juste après l'église, parce qu'il y a à cet endroit-là un point de convergence de deux cours d'eau. Il y a un confluent de deux cours d'eau. Un cours d'eau qui se trouve à peu près ici, qu'on appelle la Gajole, et un autre cours d'eau qui se trouve, vous le voyez d'ailleurs, c'est le truc qui serpente là-bas un petit peu plus loin, ça c'est la Seine. Et donc, lorsque l'église est là, elle n'est pas là par hasard. Elle est construite à un endroit qui est à proximité du fond de vallée, à proximité des prairies, parce qu'on est avec des populations qui sont essentiellement des éleveurs, arrivés au 6e ou au 7e siècle, se sont installés avec leur bétail près des fonds de vallée, et ont eu une église comme point de repère, l'exemple de Rue, et souvent ces églises anciennes, comme vous le savez, sont consacrées à des saints missionnaires, bien souvent les églises consacrées à des saints missionnaires, dans celui-ci évidemment Saint-Martin, et Saint-Martin est souvent considéré comme l'apôtre des Gaules et celui qu'on a le plus honoré et le plus tôt honoré dans les églises, l'église Saint-Martin à Rue évidemment. Et donc on a là non seulement l'église toute seule, c'est intéressant comme monument, et les pierres dont je vais vous parler, tout ce qu'il y a à l'intérieur, mais c'est intéressant aussi en fonction du site dans lequel elle se trouve. L'église est au milieu du village, dit-on. Je connais des exemples, à Skilly par exemple, où c'est plus une église, c'est une maison. Certains d'entre vous connaissent peut-être, c'était vendu et transformé en habitation, mais elle est vraiment au milieu du village, au milieu de la ville. C'est un point incontournable, du point de vue de la circulation, c'est la même chose. Ici, c'est bien vrai, c'est vrai du point de vue des voies de circulation, c'est vrai aussi du point de vue du relief. Elle est un peu un résumé de toute la géographie locale sur une bosse au bout du promontoire où arrive le chemin, au point de convergence de deux rivières et des rivières les plus importantes, le point le plus important du point de vue de l'hydrographie. C'est évidemment aussi l'endroit où il y a des affleurements de pierres et si vous allez juste ici derrière, si vous descendez, mais le chemin, l'escalier est vraiment très glissant, si vous descendez, vous allez arriver sur la place du Jeu de Balle, et à la place du Jeu de Balle, vous avez des murs de schiste. En dessous de nos pieds, c'est du schiste, et que si vous voyez ce qui est derrière ces murs de schiste, ce sont des affleurements de schiste, c'était des affleurements de schiste. Donc on est à l'endroit où il y a des carrières. Je vais prendre encore un petit peu de recul, et donc voilà cette vallée dans laquelle nous nous trouvons. Vous repérez le petit point blanc, sans doute qu'il y avait un lieu d'exposition, je ne sais pas quoi, à côté de l'église ce jour-là. Vous voyez qu'il y a une petite agglomération autour de l'église, on y reviendra parce qu'il y a des plans anciens. Et puis vous voyez là-bas le confluent, dans le coin supérieur droit, où il y a les petits méandres de la Seine qui vont être rejoints par les autres méandres qui sont ceux de la Gajole. Voilà ce que ça donne dans une carte des environs de 1875, qui est la carte du dépôt de la guerre. Ça se trouve sur Internet aussi. Et vous voyez très concrètement, on se trouve ici sur une crête, vous avez des 85 mètres, l'église est tout au bout, et vous avez ceci tout en vert qui est le cours d'eau de la Gajole, et ceci tout en vert aussi qui est le cours d'eau de la Seine. Donc, de ce point de vue-là, on est vraiment dans un lieu privilégié par la nature, et donc l'église est en plein sur ce lieu privilégié, sur la bosse, le promontoire, etc. Alors, vous avez un peu la même chose sur une autre carte qui elle date de 1852, qui est la carte de Van der Malen, où vous avez, ici, ce sont les indications de relief qui sont très marquées, voilà, très marquées aussi de l'autre côté, la Seine qui se trouve ici, la Gajole de l'autre côté, le bout du promontoire et l'église qui se trouve à l'extrémité du promontoire. Si vous prenez l'exemple de la collégiale de Soigny, c'est la même chose, de l'église de Steinkerque-Saint-Martin ici à côté, c'est la même chose, si vous allez dans toute une série d'autres endroits, c'est la même chose. Donc c'est un lieu qui, du point de vue naturel, est privilégié. Voilà ce que ça donne sur le plan cadastral primitif, où on retrouve la nature du village au début du XIXe siècle, et vous voyez qu'on voit l'église, elle est en bleu parce que normalement elle est couverte d'ardoise, les autres sont en rouge parce que normalement c'est couvert de tuiles, les petites maisons, ça peut être aussi à cette époque-là couvert de chaume. Vous avez le terrain qui se trouve autour de l'église,
c'est le cimetière. Les maisons qui sont autour de ce terrain sont le long d'une rue qui contourne le cimetière, et le seul bâtiment qui est dans le même enclos que l'église, c'est évidemment la cure. Et vous avez alors là les traces des deux cours d'eau, la Seine qui se trouve là-bas d'un côté et la Gageole qui est de l'autre. Donc on remonte le temps. Là on est sur une carte qui est la carte de Heuchling, donc c'est une carte des voies vicinales qui date de 1842. Vous retrouvez l'église avec sa configuration actuelle, le chœur, la nef, les bas-côtés, le porche latéral, la tour. Donc vous êtes assis comme ça et vous êtes en train de regarder dans cette direction-là. Vous avez le cimetière, l'enclos du cimetière qui est fermé, on va le retrouver, et le chemin qui fait le tour. Ça, c'est une autre carte, toujours sur Internet, qui ressemble très fort, qui est la carte, l'Atlas cadastral de Pop, qui date de 1865. Vous avez la même configuration des lieux, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Alors, je vous parlais de la perspective, celle que vous avez eue ce matin en arrivant, et la voilà résumée. Donc, vous descendez le chemin de l'air, vous avez la Seine qui est en bas, en contrebas, bien sûr. Là-bas, sur la droite, la gauche est un moulin, et puis vous avez la cure qui là, c'est à l'extrême gauche, et puis vous avez l'église à une dénivellation d'une petite dizaine de mètres par rapport à la place du Jeu-de-Paume. Donc on est vraiment sur la bosse, avec les maisons qui sont toutes proches. C'est le résumé du village. Cette photographie, évidemment, n'est pas d'hier, c'est une photographie qui est sur le site de l'IRPA, Institut Royal du Patrimoine Artistique, et qui date de la fin du 19e ou du début du 20e siècle. Donc on a là un ordre qui est un ordre ancien, bien sûr. Alors, ça c'est un document qui est très rare, par contre, qu'on ne trouve pas pour tous les villages, malheureusement. C'est une carte qui a été établie au XVIe siècle, qui est conservée aux archives de l'État à Mons, accessible maintenant par Internet, par un site qui s'appelle Cartésius, cartésius.be. Vous allez voir apparaître ce plan du village d'Oron. Alors, l'église, voilà, si vous avez eu le temps un peu de la regarder ce matin, ou si vous la regardez maintenant, c'est bien l'église, grosso modo telle qu'elle apparaît aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a la tour, on n'a pas dessiné les arcades qui donnent accès au rez-de-chaussée de la tour. Il y a bien la nef haute, la nef centrale. Vous avez bien les bas-côtés, ces bas-côtés avec des petites fenêtres de type roman, donc en plein cintre. Vous avez le chœur avec des contreforts, c'est normal, puisqu'il y a des voûtes, et les voûtes, il faut les soutenir et empêcher que le mur ne s'ouvre et que le bâtiment ne s'ouvre. Bon, il y a des choses qui sont un peu particulières comme ceci, qui apparemment se trouvaient là-bas, mais n'existent plus. Et puis, on a déjà vu ce mur d'enceinte, et vous avez là c'est une image que l'on peut alors associer, cette image ancienne que l'on associe avec l'expérience actuelle. On se dit, ah oui, le mur d'enceinte de l'église, maintenant je le vois bien. Et ce mur d'enceinte de l'église, vous le voyez avec un accès là-bas, donc dans cette direction-là, un autre accès dans cette direction-là, une partie de mur probablement écroulée, c'était là-bas, et puis vous avez des bornes à gauche et à droite, la maison, la structure générale, et évidemment le fait du cimetière avec des tombes, pas encore les tombes telles que nous les rencontrons dans nos cimetières à nous, des caveaux avec des pierres au-dessus, et des caves avec des pierres au-dessus, mais des gens en pleine terre, comme vous savez. Voilà, l'église vue d'un petit peu plus près, que l'on peut comparer d'un point de vue archéologique avec l'église actuelle. C'est en tout cas un très rare document, avec évidemment le nom de tous les gens qui habitent autour, mais ça, c'est pour les historiens. Il y a une autre vue qui date de la fin du XVIIIe siècle, qui montre aussi les seigneuries, toujours ce Cartésius, les maisons autour, et vous avez cette église, grosso modo, ça ressemble à l'église actuelle, évidemment. Alors, ce qui est intéressant, c'est cette vue d'un peintre, aquarelliste sonégien, Guillaume Arbet. Cette vue-là, elle n'existe pas, c'est impossible à réaliser, on ne peut pas la photographier. Mais, en parcourant les lieux, et sans que j'ai discuté avec lui à propos des crêtes, du promontoire, etc., eh bien, c'est bien la perspective qu'il a eue, son expérience personnelle, de se dire, bon voilà, en contrebas, la place du Jeu-de-Paume, en contre-haut, si on veut, la place du village, la place communale, d'une certaine manière. De ce côté-ci, maintenant, ce sont des maisons, des obstacles visuels, etc., donc ça, on ne voit pas. Et l'église, dans son élancement, et c'est vrai qu'elle a un élancement qui est assez extraordinaire, c'est une aquarelle qui a été réalisée il y a une petite trentaine d'années, je pense. Alors, on va passer maintenant à la matérialité du bâtiment, essayer
de ma part de vous dire des choses concernant sa matérialité, grâce à ce plan que vous connaissez bien, on est bien dans le même sens par rapport au bâtiment, voilà, pas de souci, c'est un plan qui a été réalisé en 1930, qui vous montre donc, selon la légende, plusieurs parties. Une première partie qui est datée 1150-1200, c'est la nef, telle que vous la voyez ici. Deuxième partie, ajoutée peu de temps après, 1200-1225, qui est la tour. Une troisième partie, qui est celle-là, qui est le cœur, caractère gothique, structure gothique, avec des voûtes croisées d'arêtes, des voûtes à croisée d'ogives, comme celle qui se trouve là-bas. Et puis, vous avez 1500-1550, c'est le portail latéral, je vais en reparler, et ce qui est moderne, dit ce plan de 1930 sur le côté, mais là, on pourra en discuter. Donc, ce qu'il faut dire quand même par rapport à la nef, et grosso modo, la chronologie actuelle reste la même par rapport au bâtiment. On a peut-être une autre manière de considérer les nefs latérales et de ne pas les considérer comme des ajouts par rapport à la structure 1150-1200, mais se dire, bon, ben, c'est plus ou moins contemporain, mais ça a quand même été pas mal remanié. À propos de cette nef centrale, elle est l'objet pour l'époque, et notamment quand on la compare avec la collégiale de Soigny qui est à côté, d'un traitement tout à fait particulier, donc très soigné. Vous allez dire, bon, c'est de la pierre qui a l'air brute, etc. Non, pas du tout. Donc d'abord le type de pierre. On est à Soigny, c'est la capitale de la pierre bleue. Si vous regardez ça, c'est pas du calcaire, c'est pas du petit granit, c'est un grès. Le grès, on le sait, d'après les documents anciens, qu'il y avait des carrières dites de long pont. C'est des carrières qui se trouvent à 3 km d'ici, où on a pu exploiter le grès. Alors, ce qui est intéressant dans ces pierres, c'est de regarder le fait qu'elles sont assisées, elles sont posées en assises. Ça, c'est un premier regard. Donc, c'est toutes des pierres du même gabarit. Et ces pierres du même gabarit vont jusqu'à un certain endroit. Donc, ce sont les piliers, ce sont les arcades. Ce n'est pas nécessairement le dessus de ce côté-là. Par contre, ça ressemble peut-être un petit peu plus de l'autre côté. Si vous regardez maintenant l'ensemble de cette nef centrale, vous allez voir qu'il y a des différences à gauche et à droite. Si vous vous approchez des pierres, vous allez vous rendre compte que, on en parlait tantôt, elles ne sont pas brutes, ne serait-ce que quand vous regardez les angles des piliers, etc., elles ne sont pas brutes, mais elles sont travaillées. Je ne vais pas dire taillées au ciseau, mais travaillées. On y voit des traces d'outils, et les traces d'outils, c'est soit le marteau taillant, soit la pointe. Et donc, si vous vous approchez, si vous regardez bien, vous allez voir que sur le bord, il y a une sorte de ciselure périphérique. Sur l'intérieur, il y a des coups de pointe, de poinçon, comme on dit, et sur l'intérieur, je dis sur l'intérieur des faces, et vous avez aussi des traces d'une sorte de marteau, ça travaille un peu comme une hache, si on veut, qui vient régulariser la surface de la pierre. Certains endroits sont des fractures naturelles, d'autres endroits sont traces d'outils différents et d'adaptations différentes. Ça, c'est pour ce qui concerne cette nef centrale. Tant que je suis dans la nef centrale, je vous parle du plafond. Et là, parfois, on a des surprises. Lorsqu'on analyse des bâtiments comme ceux-là, on a une description qui date d'à peu près 1840 et qui dit « pas de plafond ». Pas de plafond. Donc ça veut dire qu'on voyait la charpente qui se trouvait au-dessus. Donc ça, c'est une hypothèse par rapport à d'autres bâtiments, comme l'église Notre-Dame, à chaussée Notre-Dame, ou éventuellement même comme la collégiale de Soigny, où il est possible qu'au point de départ, il n'y a pas de plafond. Le plafond, c'est un élément de confort, mais ce n'est pas nécessairement quelque chose de nécessaire dans la vision. Évidemment, pour nous, on préfère avec un plafond que sans, mais il faut avoir dans la tête, en regardant ceci, que dans la charpente, on verrait la charpente dans la partie ici au-dessus. Tout ça date évidemment d'intervention du 19e siècle. Alors, voilà encore des documents. Il n'y a rien à faire. Bon. Voilà d'autres documents que l'on peut trouver à gauche et à droite. Ceci, c'est un document, comme plusieurs autres que je vais vous montrer par après, qui se trouve aux archives de la Commission des Monuments et Sites à Liège. Donc la Commission des Monuments et Sites conserve les dossiers de restauration de tous les bâtiments qui sont classés. Et là, on a un gros dossier de restauration, dont je vous montre les images ici, qui date de la restauration de 1870-75. Et donc, on a l'état du bâtiment
avant cette restauration-là. On sait qu'il y a eu une autre restauration vers 1840. Et donc, les différences, vous en voyez quelques-unes. Il y a notamment les petits appendices qui se trouvent sur le côté. Ceci a été reconstruit après, ceci a été également construit par après. Et vous voyez notamment les grandes fenêtres qui se trouvent ici sur le côté, qui ne correspondent pas aux fenêtres actuelles. Donc on peut de cette manière-là se dire, tiens, l'authenticité, qu'est-ce qui date de l'origine, qu'est-ce qui est cette volonté de régulariser le bâtiment par rapport à ce qu'il était encore au XIXe siècle. Vous savez qu'au XIXe siècle, Viollet-le-Duc et autres veulent que les bâtiments ressemblent à l'idée qu'on se fait du roman et du gothique. Si ce n'est pas vraiment du roman et du gothique, il faut qu'on les aide un petit peu, et si ce n'est pas complètement roman, et si ce n'est pas complètement gothique, ça pose évidemment une série de questions. Voilà ce que ça donne à ce moment-là, donc on est dans les environs de 1870 pour cette église. À première vue, pas de grandes différences, sauf que vous avez la tourelle d'escalier qui permet d'accéder à la tour, alors qu'il n'y avait pas de tourelle d'escalier sur la vue du XVIe siècle que je vous ai montré tantôt. Cette tourelle d'escalier, elle était reconstruite au XIXe siècle. Alors, ce qui est le plus surprenant, ce sont ces grandes baies que vous avez sur le côté, ce qui ne correspond absolument pas à ce que vous avez aujourd'hui, et qui se trouve également de l'autre côté. Ce qui est également différent, c'est la toiture, la charpente et la toiture de la tour, qui ont été modifiées par rapport déjà à ce que vous avez vu sur la vue du XVIe siècle, et qui ont été modifiées évidemment suite à cette restauration de 1870-1875. Le reste du bâtiment n'a pas trop changé. Voilà ce que ça donne de l'autre côté. Le clocher, vous l'avez déjà vu. La petite annexe de ce genre de sacristie qui se trouve sur le côté, elle a été modifiée par après. Et vous avez ces grandes arcades, qui sont des arcades relativement récentes, donc elles peuvent être du XVIIIe siècle, destinées à éclairer un petit peu davantage les bas-côtés. Tout ça a été enlevé, tout ça a été reconstruit donc en 1875, mais pas nécessairement jusqu'au sol. C'est ce qui fait dire à ceux qui en 1930 ont daté l'édifice que c'était des murs modernes, mais ce n'est pas des murs complètement modernes. Alors j'attire votre attention, mais vous avez déjà eu votre attention attirée par cette petite annexe qui est un porche latéral, alors qu'il y a déjà une entrée par la tour de l'église. Ce porche latéral construit au XVIe siècle, qui a aussi du sens dans la mesure où c'est l'endroit où se réunissent habituellement le maire et les échevins. Donc, dans une commune comme celle-ci, au Moyen-Âge, il n'y a pas, et au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, il n'y a pas de maison communale. Donc, il y a un endroit public, visible par les gens, où se réunissent le maire et les échevins. Maires et échevins qui ont essentiellement comme rôle une juridiction gracieuse, donc acter les ventes, les achats, etc. Et c'est dans le porche des églises que ça se fait, ce petit porche. Quand vous savez ça et que vous êtes dedans, vous avez déjà une autre impression d'espace dans lequel vous vous trouvez. Là, c'est de la pierre bleue et le caractère de juridiction gracieuse ou contentieuse s'exprime aussi par les deux lions qui se trouvent de part et d'autre de l'entrée, qui sont des copies de restauration, mais dont vous avez un original qui se trouve là-bas dans le coin que vous pourrez voir tantôt. Alors, ça c'est une vue qui, les plans, c'est pas toujours très parlant. Ceci c'est une vue qui date des environs 1820-25 par Duval et qui montre l'église d'Ornu avant sa restauration. Le porche a attiré l'attention du dessinateur et vous avez bien la figuration de ces baies latérales qui ont été remplacées par ces magnifiques baies romanes qui n'ont rien d'autre comme chronologie que d'être du 19e siècle et d'être du néo-roman. Voilà. Alors ça, c'est la nouvelle église, telle qu'elle a été restaurée en 1875. Vous voyez qu'on a changé complètement le clocher et on change complètement les baies qui se trouvent sur les bas-côtés. Même chose de l'autre côté, et vous voyez la modification de la tourelle d'escalier, qui était déjà pas la première manière de passer du rez-de-chaussée à l'étage, puisque initialement c'était par une échelle à l'intérieur du bâtiment qu'on arrivait dans le clocher. Voilà pour ce qui concerne les vues du chevet et du porche d'entrée qui aujourd'hui est fermé, mais initialement était ouvert sur trois côtés. Et voilà l'état nouveau après restauration. Ça c'est un autre dessin où on voit bien la manière dont on a colmaté les baies pour accéder à la tour. Voilà une coupe à l'intérieur du bâtiment. Cette coupe qui vous indique
la façon dont on a supprimé les baies saillantes au niveau du toit et dont on les a ramenées à une baie de type roman, comme celle que vous avez là-bas. Donc ce sont des documents qui existent, que l'on peut consulter, n'importe qui peut aller consulter. Il n'existe pas des dossiers pour toutes les restaurations d'église, mais il y a quand même des dossiers comme ceux-là qui sont assez exceptionnels. Alors vous avez une représentation schématique de la charpente qui se trouve là-bas, charpente qui est également intéressante et sur laquelle je reviendrai tantôt si j'ai un petit peu le temps. Une coupe à l'intérieur de l'église, bon voilà. Voilà une photographie qui date apparemment de la première moitié du XXe siècle. Le porche, nous en avons déjà parlé, donc ce qui est intéressant dans le porche comme dans la nef ici, c'est le soin qui est apporté à l'architecture, et notamment par des éléments comme les colonnettes que vous avez ici à dos, comme le type de claveau. Ça c'est rare à cette époque-là, même à la collégiale de Soigny, où on a plutôt des moellons. Ici, on a des claveaux très réguliers, et vous les voyez également, ici, il y a une création de voûte qui n'était pas nécessairement même destinée à être visible, mais que l'on a quand même soigné particulièrement. Alors, je reviens au dossier de restauration du XIXe siècle. Vous voyez à quoi ressemble le chœur aujourd'hui, pavé en pierre bleue, etc. Eh bien, ça, c'est le chœur tel qu'on a restauré en 1875. C'était le projet de restauration du chœur en 1875. Vous avez l'emplacement de l'hôtel, vous avez l'emplacement des stalles, et vous avez ce carrelage, probablement en mortier, en carreaux de ciment coloré, et qui était la proposition de restauration pour se mettre dans l'esprit gothique sans doute. Mais voilà, tel que ça existait avant la nouvelle restauration, celle du XXe siècle. Alors, voilà à quoi ça ressemblait au niveau du chœur. Vous savez que les églises, la pierre décapée, c'est ce qui a plu dans les années 50 et 60, à partir des années 60-70 plus exactement, qui a converti complètement ce qu'il y avait comme enduit et comme peinture sur les murs en général. On trouve que c'est magnifique, mais voilà comment on imaginait l'église en 1870. Là, on est à l'intérieur du chœur, avec tout un décor peint, etc. Donc je vais vous montrer un petit peu le détail par les photographies qui vont suivre. Donc le chœur, j'en ai déjà un peu parlé, maintenant c'est couvert avec de la pierre bleue. Vous avez ces voûtes, ces croisées d'ogives, avec les contreforts qui se trouvent autour, début du XIIIe siècle, avec évidemment la difficulté, ça c'est une difficulté pour les archéologues, de savoir comment on est passé d'une église qui avait soit un autre chœur, soit n'avait pas de chœur à cet endroit-ci, arriver à un endroit tel que celui-là, parce qu'on retrouve les claveaux dans la partie supérieure et le même type de disposition de la pierre que celle que vous avez là-bas. Alors voilà cette jolie église d'Oru et le chœur de l'église d'Oru au début du XXe siècle, avec le retable en pierre qui se trouve là-bas, le retable de Saint-Hubert que je vais vous inviter à aller revoir évidemment, qui se trouve là-bas contre le mur de chevet. Vous avez des anges adorateurs, je ne sais pas si Edgar sait où se trouvent les anges adorateurs en question, et vous avez tout un hôtel néo-gothique qui se trouve en avant du retable qui est là-bas, avec évidemment des vitraux qui sont des vitraux typiques néo-gothiques du XIXe siècle, et avec les stalles qui se trouvent autour, et surtout cette peinture sur des murs enduits, peinture très fine sur les murs enduits, et qu'on trouve également sur les voûtes, etc. Donc c'est un moment de l'histoire des bâtiments. On ne peut pas considérer que on a bien fait de l'enlever ou on a bien fait de le mettre. C'est un moment de l'histoire du bâtiment. S'il est là, on peut le laisser. Aujourd'hui, je pense qu'on le laisserait, même si c'est un peu contradictoire par rapport à une église qui a l'air d'être complètement dans son jus, qui est tout à fait dans son état brut de la période romane, de la période gothique, etc. Et souvent, ce qu'on a ici dans la région, c'est le fait qu'avant d'avoir des peintures de ce type-là, on a très souvent des badigeons. Une église non badigeonnée, jusqu'au XIXe siècle, ça n'existe pas, c'est une rareté extraordinaire. Et Victor Hugo, notamment, quand il visite Mons, s'est dit cette église Saint-Gaudru, c'est la seule de tout ce qu'on connaît qui est non badigeonnée, où on voit la pierre.
Victor Hugo dit d'ailleurs que c'est la plus laide pierre du monde, ça, je le mets entre parenthèses, mais c'est vrai, il le dit, c'est la plus laide pierre du monde, hein, elle est horrible, etc. Mais il dit, elle est non badigeonnée, alors que je suis obligé de dire ça à Soigny, enfin c'est comme ça, c'est de la pierre bleue, c'est du granit, ne vous en faites pas. Et donc, c'est ce qu'il dit à cette époque-là. Voilà. Alors, voilà l'Église toujours à la même époque, avec peut-être un petit nom sur la même époque, avec les anges adorateurs, etc. Il y a un catafalque, donc c'est probablement au moment d'une sépulture. Vous voyez qu'on a vraiment dépouillé au maximum tout l'intérieur de l'Église, et ça vous permet de comparer les églises qui sont envahies de toutes sortes d'éléments de décor. Je pense par exemple à Saint-Nicolas en Avray, à Mons, pour ceux qui connaissent. Il y a des éléments de décor dans tous les sens. Je pense aussi à l'église Saint-Géry à Braine-le-Comte. C'est des églises qu'on n'a jamais, entre guillemets, mis en ordre. Mais ça, c'est bien l'accumulation historique des décors à partir, pas du Moyen-Âge, mais à partir d'un période, souvent de la période baroque, et évidemment à partir du moment où on a récupéré des boiseries, etc. Et on arrive à des églises qui sont plus, je ne vais pas dire plus humaines, mais moins dépouillées. Évidemment, c'est des sensibilités religieuses et c'est aussi des sensibilités esthétiques qui jouent. Voilà le modèle en 1870 du maître-autel. Donc il y a bien sûr le retable, plus la table d'autel qui se trouve devant. Voilà. Maintenant, rapidement, l'église actuelle qui va vous rappeler un petit peu ce que j'ai dit concernant les transformations. La tour, avec la tour et l'escalier, elle n'est pas d'origine. Les arcades des bas-côtés, enfin les baies des bas-côtés ne sont pas d'origine. Et donc, il y a des modifications j'ai parlé de la tour et de l'escalier. Donc, ce qui est intéressant aussi dans cette façade, c'est le fait, de nouveau, d'avoir des éléments, des pierres qui sont assisés à certains endroits et pas à d'autres. Quand on veut connaître l'histoire d'une église, et vous imaginez, quand on travaille sur une maison, sur l'histoire d'une maison, en général, il y a une transformation de toutes les générations. Une église comme celle-là, elle a 800 ans, donc vous comptez le nombre de générations qui se sont passées et le nombre de fois où des gens se sont dit « Oh, on va la restaurer, oh, on va enlever des trucs, on va ajouter des trucs, etc. » Donc c'est un palimpseste. Vous savez, il y a une couche, et puis une autre couche, et puis une autre couche. Enlever toutes les couches, c'est une chose. Bon, ne vous inquiétez pas, toutes les couches sont bonnes et il pourrait encore en avoir des nouvelles à l'intérieur du bâtiment. Voilà. Alors, vous voyez ça ici. Bon, je ne veux pas entrer dans les détails, mais quand on regarde les fenêtres hautes, on se dit, tiens, pourquoi est-ce qu'il y a un décrochement dans le mur, sur le côté de la fenêtre? Pourquoi est-ce qu'il y a un décrochement tout d'un coup entre la première moitié de la fenêtre en dessous et la deuxième moitié de la fenêtre au-dessus? Et pourquoi est-ce que les pierres ne sont pas traitées de la même manière? À mon avis, c'est parce qu'un jour, on a agrandi les fenêtres. Donc là, il y a encore une chose qui intervient. Voilà, la vue, telle qu'on l'a aujourd'hui, je ne vais pas faire le doublet par rapport à ça. Et je vais vous parler un petit peu de la charpente. Si M. Langendries le veut, mais à mon avis, ça va être difficile aujourd'hui, vous pourriez aller jeter un coup d'œil sur la charpente. Ça devient un peu ravissime. Cette charpente, elle est probablement d'origine, ici au-dessus de l'hôtel. Donc c'est une charpente qui doit dater de la fin du XIIe siècle ou tout début XIIIe. C'est une charpente en A. Donc c'est très rapproché. Il n'y a pas de ferme principale. Vous savez que dans les charpentes actuelles, toutes les travées, il
il y a une ferme principale avec 2 arbalétriers, etc. Ici, ce n'est pas le cas. Tous les mètres, un peu comme on fait dans certaines villas contemporaines, hein, vous voyez ces trucs en planche qu'on stocke à côté de la maison, et puis on en met un tous les 50 cm et ça fait toiture, on ne sait rien faire dans la toiture, mais qu'importe. Mais ici, on a un peu le même système. Et donc, c'est un type de charpente très rare. On a donc les 2 montants, ça c'est un peu comme la collégiale à Soigny. Et puis vous avez le couloir, enfin la partie latérale, voilà. Vous avez une autre pièce de bois qui soutient le chevron, enfin, si on peut l'appeler chevron. Et vous avez encore la partie extrême avec une sorte de petit potelet qui soutient cette toiture-là. Ce sont donc des bois probablement du XIIe siècle. Vous voyez, ils sont en excellent état et en plus ils portent toute une série de marques. Donc ils sont à leur place. Hein, et les marques sont en chiffres romains, 1, 2, 3, 4, etc. C'est un élément de patrimoine que l'on ne voit habituellement pas. Et alors, ce que vous remarquez aussi au niveau des chevrons, c'est qu'à un certain moment, on a doublé les chevrons principaux, formant ferme, par des chevrons secondaires qui, eux, sont en sapin et datent de la dernière restauration, hein, simplement pour soutenir le plancher. Le plancher, évidemment, puisque ce sont des ardoises qui se trouvent au-dessus. Donc, voilà le portail, photographie ancienne du portail, avec les 2 lions en pierre, hein, probablement lion de justice. Au-dessus, évidemment, ce modèle traditionnel de la charité Saint-Martin, hein, Saint-Martin qui partage son manteau pour le pauvre à la sortie de la ville. Eh bien, ça, c'est une image vraiment très classique, hein, qu'on rencontre dans beaucoup de villages. Et un autre exemple, à peu près de la même manière et de la même façon de faire à Mignou. Les lions en pierre, je pense qu'il y en a un qui est déjà fort abîmé à ce moment-là. Et on le considère souvent, il y a des publications où on dit bah, les lions en pierre d'origine, etc. Ils ne sont pas d'origine, hein, ce sont des copies, mais de belles copies. Et c'est ça qui est un peu difficile avec le néo-gothique, c'est qu'ils travaillent avec les mêmes outils qu'à la période gothique, ils travaillent souvent avec les mêmes savoir-faire, et donc si c'est un peu patiné, ben, on ne sait plus faire la différence entre ce qui est, j'allais dire, le vrai et le faux, hein, entre ce qui est très ancien et ce qui est moins ancien. Voilà la charité Saint-Martin, donc image typique, pourtant ils avaient des chevaux sous les yeux à longueur de journée. On va dire que celui-là soit très réussi. Bon, ça me permet de le faire. Alors, je vais m'attarder un petit peu sur les fonds baptismaux et sur le bénitier qui se trouve là-bas dans le fond. Donc, ce sont des pièces généralement datées approximativement du XVIe siècle, XVe siècle, parfois même XIVe siècle. C'est une production typiquement régionale, mais on en a fabriqué en série. On en a fabriqué probablement des dizaines, probablement des centaines, à peu près dans beaucoup d'églises. Sur 2 ou sur 3, même quand on a reconstruit l'église, je prends l'exemple de Nast ou de certains autres endroits, même lorsqu'on reconstruit l'église, on met les fonds baptismaux et le bénitier sur le côté, on reconstruit et puis on le remet exactement à la même place. C'est intéressant parce que ça indique tout un savoir-faire et surtout, c'est probablement sur cet objet-là que s'est exercée la technique qui consiste à ciseler la pierre bleue. Vous connaissez Saint-Vaudru, vous connaissez d'autres églises avec cette pierre bleue, avec les types de taille bien régulières, etc. Ce type de taille par ciselure apparaît au XIVe siècle. Et elle apparaît d'abord dans des fonds baptismaux comme ceux-là. Et puis petit à petit, semble-t-il, on a pris le modèle que l'on avait sur un petit objet, et peut-être encore des plus petits objets au point de départ, donc ce qu'on appelle les tollés, donc ce sont des petites scènes funéraires qui se trouvent dans les églises avec un saint, une sainte, un calvaire, etc. Et puis les donateurs qui se trouvent sur le côté. Mais si vous regardez le détail, c'est de la pierre bleue et c'est de la pierre bleue très finement ciselée. Donc on est parti de petits ouvrages pour finalement généraliser ça à parfois toute la structure de l'église. Et donc dans ces éléments-là, d'abord, ça indique des techniques d'extraction qui sont très affinés, hein, ce sont des blocs extraits de bancs bien particuliers, etc. 2 qui sont horizontaux, celui qui est mis vertical, et avec ces essais de ciselure, hein, ou ces premiers exemples de ciselure. Et vous avez également, dans ce cas-ci, le bénitier, et le bénitier est orné d'une fleur de lys, qu'on ne sait pas interpréter, mais il y a des maîtres de carrière à cette époque-là, écosines, qui s'appellent les de lys. Donc, est-ce que c'est une signature de maître de carrière? Là, je n'oserais pas aller jusque-là.
Mais je vais vous parler de Tollet, voilà encore un autre exemple de pierre tombale gothique qui se trouve ici à l'intérieur de l'église, qui rappelle la famille seigneuriale de l'Éclatière. Donc ici on est dans la seigneurie de Saint-Vincent de Soigny. Donc c'est une paroisse qui dépend directement de la prévôté, et la prévôté dépend directement des chanoines de Soigny. Mais il y a d'autres seigneuries dans le coin. Et parmi les autres seigneuries, il y a la seigneurie de l'Éclatière qui se trouve à la limite vers Auve, du côté de Auve, et les seigneurs de l'Éclatière ont leur place particulière ici à l'église. Il y a un beau procès d'ailleurs en disant est-ce qu'ils peuvent se faire enterrer dans l'église ici ou est-ce qu'ils doivent se faire enterrer ailleurs, etc. Bon, ça c'est des documents qu'on trouve dans les archives. Et donc là vous avez cette représentation de la Vierge à l'enfant avec le donateur, la donatrice, et en fait ils sont tous morts pratiquement, je ne vais pas dire la même semaine. Bon, ici c'est un peu inversé, mais c'est voulu. La pierre tombale se trouve là-bas, qui représente ce gisant, ce chevalier, et qui indique bien que l'intérieur de l'église est réservé aux gens, enfin, le sous-sol de l'intérieur de l'église est réservé aux gens bien, c'est-à-dire la famille seigneuriale. Et donc, le sous-sol, c'est un cimetière, mais c'est un cimetière pour les gens bien. On dit ad sanctos, c'est-à-dire près du Saint-Lieu. Et ça se voit bien si vous lisez les registres de baptême, le registre de décès ou d'inhumation jusqu'au XVIIIe siècle, où on dit un tel enterré dans l'église. Vous pouvez dire directement que c'est quelqu'un qui est considéré, qui a un statut particulier dans le village. Un tel enterré dans le cimetière, cherchez vos ancêtres. S'ils sont enterrés dans l'église, c'est bien. S'ils sont enterrés dans le cimetière, c'est encore mieux parce que ça fait partie du monde, on est avec le peuple, etc. C'est à la mode, allons-y dans les manifestations, unissons-nous, etc. Voilà, je termine rapidement donc, avec ce détail qui est une œuvre assez extraordinaire, qui est signalée quand même dans pas mal de publications, et qui est également, comme souvent au début du XVIe siècle, inspiré, je vais aller un petit peu plus loin, inspiré par la vie réelle du moment. C'est-à-dire que si on représente Saint-Hubert qui se convertit parce qu'il y a un cerf qui lui apparaît, etc., on ne va pas l'habiller évidemment en personnage franc du 7e ou du 8e siècle. On va l'habiller comme on l'habille au début du 17e siècle, au début du 16e siècle. Et donc là, vous avez un exemple de ce personnage. Je vous invite à le comparer tout de suite entre ce que vous avez là et ce qui se trouve actuellement conservé. C'est une photographie ancienne, mais c'est un valet ou un rabatteur avec les chiens, le costume est vraiment dans le détail le costume du XVIe siècle, et vous avez encore la trompe dans la main, parce que c'est lui qui va sonner la vie ou je ne sais pas quoi, et il est encore là en train, tandis que Saint-Hubert en question, il est déjà sur le côté, en train de prier devant le cerf, et il porte une croix dans ses mains. Voilà. Bon. Et donc aujourd'hui, il manque certains éléments à ce niveau-là, puisque les œuvres, malheureusement, subissent les effets du temps. Voilà, ça c'est plutôt la situation aujourd'hui. Vous voyez que la trompe a disparu. Et j'avais plaisir encore à terminer par ce personnage-là. Il est là-bas au-dessus, tantôt il était bien éclairé par le soleil, là-bas au-dessus de la chaire de vérité. Bon, on voit que le sculpteur a l'habitude de sculpter des chérubins. Il y a d'ailleurs 2 chérubins sur le côté, et donc parce que c'est encore Saint-Martin, le Saint-Martin en question, on a laissé une toute petite place aux pauvres, et le pauvre il est presque rien, mais le Saint-Martin, lui, il a une belle amplitude, mais il a une chair et un embonpoint de chérubin. Je ne sais pas pourquoi c'est fait, mais une fois qu'on a l'habitude de faire des chérubins, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que des chérubins? Et soit dit en passant, je plains le cheval qui le porte parce que peut-être qu'à l'époque, au XVIIIe siècle probablement, moi, je pense que c'est chérubin là plutôt que Séraphin. Il y a des discussions à faire. Je pense que c'est chérubin. Et donc, je pense qu'au XVIIIe siècle, on voyait quelques seigneurs, quelques notables qui avaient pas mal d'embonpoint et dont le véhicule était peut-être pas suffisant par rapport à lui. Enfin bon, voilà. Ça fait partie, si on veut, de ce qu'on peut éprouver ou voir lorsque on est à l'intérieur de la tour. Voilà, j'ai essayé d'aller très vite, j'ai pris beaucoup de temps, je pense un peu trop. J'espère que ça vous a permis de crapiller à gauche et à droite des éléments en se disant tiens, ça je vais aller voir, tiens, ça je vais regarder, je vais faire le tour, etc. Et je voulais surtout vous montrer des documents relativement dont on ne parle pas habituellement, qui interpellent
mais qui sont quand même facilement accessibles maintenant sur Internet. La richesse d'Internet par rapport à ce qu'on peut trouver sur un bâtiment, c'est énorme. Et l'intérêt d'Internet, je ne suis pas là pour faire la promotion, mais c'est que ça nous permet de trouver des choses qu'on ne penserait pas chercher. C'est-à-dire que si vous cherchez quelque chose sur Internet, vous ne le trouvez pas. Mais si vous allez sur Internet, vous allez trouver des choses que vous ne cherchez pas. Ce qui est très intéressant, parce que ça vous fait sortir un peu de vos gonds. Quand on cherche quelque chose, qu'on sait qu'on cherche, on ne trouve pas, et en général, c'est qu'on se trompe. Et on veut simplement vérifier quelque chose que l'on sait. Quand on va sur Internet et qu'on se laisse porter en se disant ah, je vais voir un petit peu si je tape le nom Église Saint-Martin en rue, qu'est-ce que je vais trouver? Des choses que je ne connais pas. Et notamment des publications de nos régions conservées dans des bibliothèques aux USA qui ont été photographiées, scannées, etc., que plus personne ne connaît et qui donnent des informations formidables. Donc ça veut dire que tous les jours, vous pouvez trouver quelque chose sur votre église ou sur l'église d'à côté. Ici, c'est l'église d'à côté par rapport à vous, et qui a quand même quelques petites choses à vous dire et à vous raconter. Merci beaucoup.